Les micro-fragments de toute chose que je vois dans la réalité, je m'en sers pour recomposer une féerie. Et ça fait que, ça peut paraître stupide, mais moi j'ai jamais remis ça en question parce que c'est une telle évidence pour moi, mais il n'y a pas un instant, une microseconde de mon existence qui soit pas une histoire. Ce qui fait que je ne sais pas aborder la réalité avec tout ce qu'elle regroupe, la pensée, les choses, les gens, les liens, de manière neutre. C'est toujours pour moi inscrit dans le récit d'une histoire. Alors quand je rencontre des gens que je connais pas, j'imagine tout de suite ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont en train de se dire. C'est jamais neutre. Alors je sais pas ce que c'est que d'aborder une chose de manière neutre. Elle est toujours teintée, colorée. On peut parler d'une esthétisation de la vie ? Oui, mais pas dans le sens du beau forcément, dans le sens de l'esthésis, de l'émotion. Il ne faut pas oublier que l'esthétique, le sentiment du beau, est une sensation, avant d'être pensée, et donc c'est corporel. C'est tout à fait ça. Et j'ai un vrai souci d'esthétique, d'aesthésis, d'émotion. J'ai un vrai souci à ce sujet-là, parce que j'arrive pas à... Parce que les choses, elles sont pas neutres. Elles sont toujours très colorées, très intenses. D'ailleurs, je m'amuse à faire beaucoup de photos sur les réseaux sociaux parce que ça me remplit de joie. Et souvent, je mets un flash parce que j'aime beaucoup les couleurs intenses. Voilà, en fait, c'est de l'intensité. Il y a deux choses qui me caractérisent de ce point de vue-là, du rapport à la vie, j'entends. C'est l'intensité et la radicalité. Je suis quelqu'un qui promeut profondément la radicalité. C'est-à-dire ? Pas de demi-mesure, pas de mièvrerie, pas d'entre-deux, pas de mésotesse, bien que ce soit une infinie sagesse. Et c'est pas mon cas. Pour moi, on peut pas vivre à moitié. Soit on vit totalement, soit on vit pas. Et avec les gens, avec les choses, avec tout ce qu'on peut imaginer, pour moi c'est blanc-noir, c'est radical. Ça peut être tranchant parfois. Mais et ça m'aide beaucoup donc, personnellement parce que j'y vois très clair dans mon désir et je sais où je dois aller. Enfin, je remets pas en question. Je sais prendre une décision catégorique. Je sais et je m'y tiens. Je remets pas en question. Donc chez moi c'est très clair. J'ai une vision très épurée et très claire des choses, de ce que je dois faire, de comment je dois être, enfin de la vie en fait, du fait de vivre plutôt. Il n'y a pas de vie pure, froide, en dehors de soi. Tout n'est que subjectivité. La vie nous égare en soi. On n'a pas de carte. Donc, la différence, c'est que j'ai pas du tout peur d'être égarée. Je suis une frontale, radicale. Je fonce dans le noir. J'ai pas peur. T'as pas peur d'échouer, t'as pas peur de blesser, t'as pas peur de te tromper ? Non, parce que je sais que tout est rattrapable. Vraiment ? Ouais. Du moment où on n'a pas de mauvaise intention. Et puis, pour dire que... En fait, il faut bien comprendre que moi, c'est très simple, ma vie, en fait. Parce que quand j'aime, je dis que j'aime. Quand j'aime pas, je dis que j'aime pas. Quand quelqu'un m'emmerde, j'arrête de le voir. Et quand quelqu'un, je l'aime, j'ai envie de le voir. Alors du coup, c'est très simple, en fait, comment ça se passe. Parce qu'il y a jamais... J'ai enlevé tous les quiproquos de mon existence. Et si je suis fâchée avec quelqu'un, au bout d'un moment, je vais lui dire en disant pourquoi je suis contrariée. Parce que j'y tiens. Et si j'y tiens pas, je vais rien dire et je vais partir. Chacun sa vie. Moi, j'ai un vrai credo qui m'aime me suivre. Et sinon, c'est élimination naturelle. Et ça veut dire que je suppose que les gens qui m'aiment acceptent comme je suis et j'ai pas besoin de faire des efforts. Je trouve que c'est pas intéressant de faire des efforts pour les gens. Il faut pas prendre ça comme quelque chose d'égoïsme ou de désintérêt des autres. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand on est dans des relations fortes, on a juste besoin d'être. Et pour moi, le Mitsein, être ensemble, c'est la seule chose qui compte. Alors en fait, c'est très simple. J'ai pas peur de blesser les gens. Si je blesse les gens, et parfois ça m'arrive, parce que je suis un peu radicale comme tu sais. Mais si je blesse les gens, au bout d'un moment, ils vont me le dire. Et je dis, ah bon ? Parce que ça peut arriver sans qu'on s'en rende compte. J'ai pas de mauvaise intention en fait. Il n'y a pas grand chose de mauvais en moi. Et même quand j'ai de la colère contre quelqu'un, ça me fait souffrir moi. Alors du coup, j'essaye que ça parte. Donc j'ai pas de haine, j'ai pas de... Mais du coup, la personne, si elle m'aime assez pour me dire que je l'ai blessée, après je me mets en quatre à plat ventre pour faire comprendre que j'avais pas du tout l'intention de faire du mal. Voilà. Et quand je veux dire les choses, c'est pas parce que je veux faire du mal, quand je suis pas contente ou quelque chose, c'est juste parce que je trouve que c'est pas juste. Et c'est ce que tu conseillerais aux gens
pour être mieux dans leur relation, c'est-à-dire d'être comme ça, entier. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. C'est toute ma thèse sur la sincérité quand même. Si tu assumes ce que tu es, tu assumes les plus et les moins. Moi, je sais par exemple que... Alors, évidemment, je vais pas dans un milieu professionnel, s'il y a un con, je vais pas lui dire en face, ça n'a aucun intérêt à ça. Mais en ce qui concerne les relations proches, on a tout intérêt à tout dire. Voilà. Parce qu'il y a trop de quiproquos dans la vie, il y a trop de nœuds. Et moi, je vois depuis petite beaucoup de gens souffrir à cause de ça. Et je déteste les quiproquos et les malentendus. Alors, bien souvent, il y a ce que les autres sont. On ne peut pas faire en sorte d'agir sur les autres, mais il y a ce qu'on exprime, nous. Il faut avoir le courage et de demander les choses. Et de dire les choses. Et ça crée beaucoup de clarté. Et une fois que les gens sont en confiance avec toi, bah, ça fluidifie intensément les relations. C'est quoi qui mène à cette limpidité émotionnelle que tu sembles avoir? Alors je pense que déjà il y a un tempérament, un terrain favorable. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis une fille du Sud et c'est connu, les gens du Sud sont plutôt extravertis, donc il y a ça déjà. Puis il y a autre chose, je pense. Et c'est quelque chose qu'on a en commun, toi et moi. Le maximum de liberté possible. Et une des choses qui inhibe cette capacité à exprimer les choses, les émotions, tout ça, ce dont tu parles, c'est le regard des autres. C'est-à-dire qu'on a peur de blesser. En fait, pour dire les choses très simplement, ça revient tout à ça, on a peur de ne pas être aimé, d'une manière ou d'une autre, être rejeté, mal jugé, etc. Donc de ne pas être aimé. Et en fait, moi, très tôt, comme j'ai eu une enfance très compliquée, comme je le disais tout à l'heure, dans la relation à l'autre, j'ai été rejetée très violemment par les enfants de mon âge, même par les profs qui ne me comprenaient pas. Enfin, c'est une histoire de rejet permanent. Ben, j'avais pas le choix. Soit je décidais de me soumettre au regard de l'autre et de n'être que déchet, j'exagère hein, bien sûr, mais enfin l'idée est là, de n'être que le rejet de l'autre. Soit j'ai décidé d'en faire fi et de construire ce que j'avais à donner au monde et donc de tracer ma route sans m'arrêter. Alors je te passe les détails, hein, le nombre de soirs en pleurs, petites, les humiliations que j'ai reçues, des tonnes. Toute mon enfance, des humiliations. Pourquoi? Toujours des kilos en trop. Et puis un caractère, un tempérament. En clair, pour dire les choses, une fille qui se tait pas. Tu vois, qui pense et qui crie, pas seulement qui crée. Moi, je me souviens, un grand-père, un ancien résistant, décoré par Patton, le quintal, la puissance, la force, le patriarche. Avec 5 enfants, plus d'une dizaine de petits-enfants, des tablés où personne n'osait le défier. Et moi, je me souviens, 11 ans, il dit une phrase, je lui dis « Papy, c'est une litote ». Évidemment, c'est un autodidacte. Il passait son temps à lire, il était respecté aussi pour ça, parce qu'aucun de ses enfants n'avait fait des études. Hein. Au passage, coucou, tonton, papa. Et à 11 ans, je lui dis « C'est une litote », ça me marque. Et donc, je coupe la parole. Pour te donner un exemple, on n'avait pas droit, nous les enfants, de prendre du fromage. C'était réservé aux adultes, tu vois, c'était très clivé. On pouvait pas parler à table, enfin bref. Et à ce moment-là, il dit, mais n'importe quoi. Papy, une litote, c'est comme Chimène à Rodrigue, Chimène à Rodrigue, va, je ne te hais point. Ça veut dire, tu peux partir, je t'aime de tout mon cœur, c'est l'inverse. Et là, il se lève pour me montrer que j'ai tort. Et j'oublierai jamais, merci, le Larousse. Il va chercher le dictionnaire. Et dans le Larousse, le seul exemple qu'il y avait, c'était Chimène à Rodrigue. Va, je ne te hais point, et là. Et je crois qu'ils m'ont détesté beaucoup dans ma famille. Parce que, enfin, détester est un grand mot, mais disons... En fait, j'ai imposé mes règles, j'ai imposé mes rythmes. D'ailleurs, pareil, hein, pendant les vacances, on avait quand même des horaires de dîner avec les grands-parents, enfin, on était les petits-enfants chez les grands-parents. Et moi, je me souviens, j'avais un cheval que j'aimais à la folie, et au lieu de rentrer pour dîner, puis j'avais pas envie de manger en plus avec eux, j'avais 13 ans, je rentrais, il était 10h jusqu'à la lisière de la nuit, les genoux écorchés parce que je montais en jupe crue sur Vulcain, mon cheval, et mon grand-père, oui, t'es encore pas là, je me faisais engueuler, mais pas trop, alors qu'il aurait permis ça à aucun de ses petits-enfants. Voilà, enfin bref, du coup, je suis arrivée à imposer les choses, je me suis jamais soumise à rien. Et pour répondre à ta question, pour oser dire et oser être totalement dans ce que l'on est, assumer, il ne faut pas avoir peur de perdre, de décevoir, d'être rejeté. Mais moi, j'avais déjà connu tout ça, donc j'ai l'impression que j'avais plus rien à perdre. Et donc, j'y suis allée cash, j'ai imposé mon style.
Et puis, advienne que pourra. Et je dois dire encore une chose, parce que bon, maintenant, j'ai rien à argumenter, mais il a quand même bien fallu que j'argumente beaucoup dans mon enfance pour justifier mes positions. Et donc, c'est comme ça que les mots, encore une fois, et le raisonnement m'ont beaucoup aidé. Et c'est aussi pour ça, et ça c'est très important, j'ai beaucoup de mal encore à le saisir et à le faire comprendre. C'est comme ça que je conçois la philo. Pour moi, la philo, c'est pas de la théorie. C'est vraiment un corps à corps, nu, avec la vie. Et tu sais quoi? Quand il s'agit de prendre la vie à bras-le-corps, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de règle. Il n'y a qu'une expérience et encore une expérience singulière. Car chaque vie est singulière. Personne ne peut te dire comment tu dois vivre. Personne ne peut te donner les clés. Personne ne peut te dire les choses a priori. La vie, on appelle à une radicalité. À ce moment-là, la seule chose que tu as à faire, c'est à te jeter. Quand tu sautes à l'eau, tu ne sais pas comment ça va se passer. Moi, le grand saut, je l'ai fait très, très petite. J'avais même pas 10 ans. Et j'ai commencé, comme dirait mon frère Clément que je salue, je m'embalèque. Il y a un mot qui pourrait me définir plus que tout, c'est simplex. La simplicité, c'est aussi simplex en latin la pureté, et c'est aussi l'étymologie de la sincérité. Voilà, donc je crois que je suis quelqu'un de simple, quand le simple est aussi l'indivisible, et quand le simple est aussi l'unité, l'un, et donc l'entièreté. Tu t'envoies des fleurs, en fait. Ah non, parce que les caractères entiers, c'est pas toujours facile. Tu n'as pas de réserve, t'as pas d'inhibition, t'as pas de... Très peu. Très peu. Je sais très bien maîtriser les choses et je sais les dire avec le temps quand il faut, mais je les refoule pas. Enfin, du moins inconsciemment en tout cas. Comment tu as écrit une vingtaine d'ouvrages, comment tu vois ton œuvre en cours? Comment tu pourrais classer tes livres? Par quel livre on entre dans ta pensée? Je crois que il faut bien dire les choses avec beaucoup d'humilité. Je suis pas une grande théoricienne. Je suis pas quelqu'un qui crée des systèmes. Je suis quelqu'un qui s'attaque avec beaucoup d'humilité à la vie. C'est-à-dire que je cherche à trouver les moyens de pas de bien vivre, de moins mal vivre. Et j'ai le sentiment que quand j'arrive à cheminer sur quelque chose, je le transmets. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Ça veut juste dire que c'est un outil parmi les autres et que les gens peuvent s'en servir. Mais je crois que la grande énigme, et pour moi c'est comme ça que je conçois la philosophie, hein, comme Socrate il me semble, c'est l'interprétation que j'en fais, mais la grande énigme pour moi de la philosophie c'est l'éthique, hein, c'est-à-dire comment vivre. Juste comment arriver à s'en sortir vivant de la vie, sans être trop cramé. Je suis arrivée à transformer de grandes souffrances en source de création. Ce qui donne du sens aussi à des choses qui peuvent ne pas en avoir. Et ça m'a permis d'un peu moins souffrir et je pense que d'autres, ça pourrait les aider en fait. C'est pour ça que j'écris, pour transmettre. Et aussi pour dire. Voilà, pour essayer d'éliminer le plus possible des quiproquos ou des malentendus. Quel est le livre pour toi que tu as écrit qui te semble la meilleure porte d'entrée pour découvrir un peu? L'éthique de la sincérité. C'est un bon résumé. Il y a un peu tout dedans. Il y a à la fois cette dimension pratique, un peu plus abstraite, il y a de la psychanalyse, il y a de l'amour, il y a un champ politique, il y a un engagement, il y a des idées qui sont les miennes, il y a mon éthique de la vie, qui est l'éthique de la sincérité à la fin. Il y a une bibliographie, enfin, ça va, c'est assez juste. C'est pas extraordinaire, c'est pas mirobolant, c'est simple et ça c'est juste. Et ceux qui te lisent, il y a un dialogue qui se noue avec toi? Tu as des lecteurs fidèles? Oui, j'ai des lecteurs fidèles. Et d'ailleurs, surtout, sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'apportent beaucoup de joie. Et avec qui j'ai un dialogue très simple, très naturel. Je suis toujours étonnée de voir que les gens me disent que parfois les choses que j'écris, ça leur sert. Je le fais pour ça, mais je suis étonnée que ça marche vraiment, ça me touche. Et tu sais, je pense que
pour avoir lu certains philosophes, je suis loin d'avoir tout lu et j'avoue que je lis beaucoup et j'oublie beaucoup en fait. J'arrive pas à retenir, c'est comme une passoire ma tête. L'imagination, elle vient prendre la place sur tout le reste et du coup je retiens pas les gens. C'est terrible pour moi. Mais il me reste des traces quoi si tu veux, mais ça se mélange avec moi. Donc c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Mais je crois pas que ce soit les grandes théories abstraites. Quand tu lis Hegel par exemple, avec ce métalangage, ces néologismes, c'est très, très compliqué. Je crois que c'est une erreur. Et de ce point de vue-là, Hegel et Socrate, c'est l'antithèse. Je ne crois pas que la philosophie soit du côté de l'idéalisme allemand. En aucun cas. Je ne crois pas qu'elle soit faite pour être dans les abstractions. Je crois que c'est peut-être ça du champ de la physique, hein, mais pas du champ ni de la métaphysique, ni de la philosophie. Quand on relit Parménide ou les stoïciens, ou Socrate, pour ne citer que lui, parce qu'il n'y a que lui, ou Descartes, Pascal, qui font aussi de la métaphysique tous. Je ne crois pas qu'on a besoin des grands systèmes et des grandes théories. La vie, c'est pas un système. Je serais d'accord si la vie était un système. Bon, moi, la vie, c'est pas un système. On peut rien prédire. Il n'y a pas de prédicat. On peut pas anticiper les choses. On a beau imaginer qu'on peut faire de l'anticipation, tout ce qu'on veut, mais ça reste de l'imaginaire. La seule chose qu'on peut pas faire, et quel que soit le développement de la science, c'est savoir ce qui va se passer dans une heure. Alors ça, cette humilité qui est constitutive de la vie elle-même fait qu'on ne peut pas être dans un système. C'est une erreur fondamentale. Je crois que la philosophie n'a pas d'autre prétention que de nous aider à bien vivre, à moins mal vivre en tout cas. C'était l'ambition de Socrate. Essayer de comprendre, c'était l'ambition de Freud aussi. Essayer de comprendre, juste pour avoir un peu moins mal. Que ce soit les plaies de la cité, dans la République, ou les plaies psychiques, les symptômes, enfin, c'est la même chose. On n'est pas dans des systèmes. Voilà. Et je me refuse, depuis toujours, à faire de la philosophie abstraite. Parce que c'est manquer son objet. Par exemple, on peut prendre un exemple très simple, l'amour. Je crois que quasiment tous les philosophes ont écrit sur l'amour. Moi, je n'ai pas écrit sur l'amour, j'y arrive pas. Pas encore. Peut-être que je ferai quand je serai vieille. Mais je crois pas qu'on puisse proposer une théorie de l'amour. Tu sais pourquoi ? Parce que l'amour, avant que ça se pense, ça s'éprouve. Alors, est-ce que tu peux essayer de mettre une émotion en boîte, toi ? Et même les mots, on sait bien, la poésie est là pour traduire toutes les émotions qui sont portées par les mots. Mais est-ce qu'on pourrait mettre l'amour qui se réduit à des mots ? C'est pas possible. Alors c'est comme si tu voulais mettre l'infini dans quelque chose, dans une catégorie. Ça rentre pas. Alors c'est pour ça que je pense qu'il y a des objets de la vie avec lesquels on doit s'approcher délicatement. On doit essayer de les contourner, un peu comme si on les apprivoisait, mais certainement pas avoir la prétention de les épuiser. Mais la première des choses, c'est une expérience, c'est un éprouvé, c'est un vécu. Comme la souffrance, comme la mort, comme le beau. Tu sais, les grandes catégories. Le bien, le juste, le vrai, la vérité, c'est pareil. Le beau et l'être, ces grandes catégories, les transcendantaux. Eh bien, ce sont des choses qu'on peut que contourner, dont on touche les contours, on ne peut jamais les saisir. Alors c'est prétentieux de pouvoir imaginer avoir un système qui serait clos. Bon bref, pour cela, je sais que je serai toujours, enfin en tout cas par l'intelligentsia universitaire, parce que je ne serai pas dans le commentateur du commentateur d'Aristote, ou je n'aurai pas cette considération institutionnelle ou universitaire que nombre de philosophes ont, et d'ailleurs ils ont une culture immense que je n'ai pas. Mais à la vérité, je ne l'aurai jamais, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je trouve que c'est faux. Tu vois, c'est mon problème avec Kant. Je peux pas imaginer une morale catégorique, un impératif catégorique, parce que dans la vie, ça fonctionne pas comme ça. L'expérience de la vie nous montre que ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne comment alors ? Que le mensonge est nécessaire, qu'aucune société ne saurait tenir sans mensonge, que le mal est humain, que la trahison, la déception, que la légèreté, que le sourire, l'humour, que l'inédit. La culpabilité. La culpabilité, l'inédit. Enfin, il ne s'agit pas d'être dans quelque chose qui soit sans aspérité. Je ne dis pas que les philosophes n'ont pas parlé des aspérités humaines, bien évidemment que si. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'en finira jamais de ça. Et qu'on ne peut pas, même si on tend à réfléchir, parce que la grande question de la philosophie, il ne faut quand même pas se leurrer. Il y en a une, c'est le bien. Tu vois, ça ils l'ont oublié.
C'est qui Mais c'est pas le bien dans un sens kantien. C'est qui il? C'est dans un sens aristotélicien. J'arrive. C'est dans un sens aristotélicien. C'est-à-dire que le bien chez Aristote, c'est ce qu'il peut y avoir de meilleur. Toujours se souvenir de l'antéléchie. Le bien de l'œil, c'est un œil qui voit bien. C'est un œil qui accomplit ce pourquoi il est fait par nature. Ça veut dire que c'est être à sa place. Quand on imagine qu'un arbre pousse, est-ce qu'on peut dire que c'est bien moralement? Ça outrepasse la question du bien moral. Ce n'est pas le problème. Je crois que le problème, c'est de réfléchir sur les choses qui sont à leur place dans la justesse et pas dans la justice. Et de ce point de vue-là, la grande question de la philosophie, c'est mettre les choses à sa place. Chaque chose à sa place. Le plus justement, dans la plus grande justesse. Et je pense que ceux qui se sont trompés, c'est que ce sont tous ceux qui ont dissocié une pensée et un ethos. C'est très compliqué de pouvoir prôner le mieux vivre possible, qui est le bien tel qu'Aristote peut le définir, et celui dans lequel je m'inscris, et en même temps agir comme un salaud. La philosophie du salaud sartrien, elle ne peut pas tenir si tu es philosophe. Tu dois avoir une exigence vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec une morale chrétienne. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, Socrate était bien avant Jésus, hein, du point de vue des chrétiens. Donc, si tu veux, à un moment donné, tu ne peux pas avoir un discours que tu es incapable de t'appliquer à toi-même et te dire philosophe. De la même manière, pour moi, il est incompatible d'être philosophe et de ne pas avoir un cœur humain, c'est-à-dire de ne pas faire preuve d'un sentiment d'humanité. Après, tu as des choix à faire, c'est autre chose. Mais pour moi, il est très clair que tu dois, quand tu te lèves le matin et que tu as une prétention quelconque de penser le monde, te poser la question de savoir, toi, comment tu vas agir en cette journée. Et si tu n'es pas capable de viser le bien, alors évidemment le bien, ça reste une abstraction. Mais c'est ça le cheminement. C'est ça la pensée philosophique. C'est chaque jour s'interroger, chaque instant de tes pas, sur ce qu'est le bien. Quand j'agis comme ça, est-ce que j'agis bien? Ça t'oblige à une réflexion permanente sur ce qu'est le bien. Tu te souviens de l'allégorie de la caverne? C'est juste sublime. L'ascension vers le soleil qu'on voyait tout à l'heure, ça reste une ascension. Chaque jour est une ascension vers le bien. Mais ça veut dire que tu dois y penser, à commencer par toi-même. Comment tu peux avoir la prétention d'avoir des élèves, des étudiants, de leur enseigner de la philo, Spinoza, Descartes, Jonas, qui vous voulez, si toi-même, tu ne crois pas en ces principes intrinsèquement? Quand tu enseignes Lévinas, la question de la vulnérabilité constitutive du sujet, si, avec tes amis, avec le clochard dans la rue, tu n'es pas capable de cette reconnaissance, de cette prise en considération de la vulnérabilité de l'autre, comment tu peux avoir la prétention d'enseigner? Donc, sans être dans un jeu factice. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes réels contemporains. Parce que ça demande une exigence éthique très importante avec soi-même. Je me l'impose tant que faire se peut avec humilité, je ne dis pas que j'y arrive toujours. Mais très souvent, non. Quasiment tout le temps dans mes comportements, je me pose cette question-là. Et quand j'avance, chaque jour, chaque instant, chaque action, j'ai, tu vois, cette nuée de philosophes, ils sont tous là, ceux que j'aime. Descartes, Pascal, Socrate, Platon, Parménide, Edith Stein. Ils m'accompagnent. Et je les porte en moi. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils me nourrissent, mais chacune de mes actions, ils sont là comme des juges. Et ils me disent, Elsa, t'es sûre de ça? Voilà. Tu es dans une période où les philosophes femmes émergent, ce qui n'a pas été le cas de l'histoire de la philosophie. Tu as cité Edith Stein, mais ça reste quand même une exception à son époque. Pourquoi si peu de femmes philosophes avant? On a des réponses, hein. Il y a les rôles, les stéréotypes, les tâches domestiques et autres. Et aujourd'hui, c'est que cette pensée de philosophe femme émerge.
toi, tu t'inscris donc, c'est un peu pionnier, quoi. Est-ce qu'il y a des champs nouveaux qui s'ouvrent? Est-ce que, comme disait Rimbaud, un jour on accédera à la pensée féminine et ça va révolutionner tout? Ou est-ce que, au contraire, c'est un cliché genré et qu'il faut, voilà, est-ce que, Rapprouver, voilà, rapprouver. oui, ou dire que finalement on pense tous pareil, quoi. Est-ce qu'il y a un Ah, sexe en philosophie et dans l'activité de philosophe? il y a, quand j'ai été enceinte de Lahir, donc ça va faire 8 ans, j'ai écrit un livre, dont je ne dirai pas le titre, que je n'ai pas publié encore, dont le postulat entier du livre était de dire qu'il y avait une pensée féminine, en philo. En fait, c'est une fiction, c'est indémontrable. Et j'ai fait le portrait de 20 philosophes femmes, et je démontre qu'il y a une spécificité. Pour moi, cette spécificité, elle n'a rien à voir avec... je connais toutes ces querelles de genre et d'universalisme et tout ce qui s'ensuit, et je refuse catégoriquement de m'y inscrire. Je refuse de m'y inscrire parce que j'envisage le sujet humain dans sa globalité. Voilà. Mais il existe pour moi, dans la représentation extrêmement enfantine que j'en ai, il existe des hommes avec une physiologie masculine et des femmes avec une physiologie féminine. Pour l'instant, on en est là. On n'est pas encore dans la greffe d'utérus, même si ça arrivera. Il y a des trans, il y a des Oui, transitions, oui, mais il y a des il y a hormones. des transitions, mais pour aboutir à quelque chose. Ça revient à la même chose, puisque quand tu accompagnes une transformation morphologique, et j'en ai fait en cabinet, tu t'inscris dans un autre genre, mais ça reste un genre. La question des genres, c'est que tu n'élimines pas les genres. Moi, je crois pas au neutre, si tu veux. J'ai déjà accompagné aussi des problématiques identitaires où tu t'inscrivais dans une... Dysmorphie de Non, genre. non. Ça porte un nom d'ailleurs, un nom spécifique dans une non-identité genrée. C'est pas le neutre, enfin... Ça s'apparente à ça. Oui, c'est pas intersexe non plus. Il y a une catégorie, parfois c'est très douloureux, hein, parce que en fait, c'est une non-existence aussi, hein, ça peut cacher autre chose. Enfin bon, je rentre pas là-dedans. Mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, il y a un sexe féminin et un sexe masculin, ça se ressemble pas, et ça donne de l'accouplement. Et ça donne des enfants en fait. Pour l'instant, on en est là. Et la seule chose, je pense pas qu'il y ait un... Alors même si la société, et elle est longue, a formaté, à imposer un genre masculin, une domination. Ça, c'est indéniable. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est évident. Et que ça a structuré la société, du moins la nôtre, et que ça a conditionné des modes de pensée. Ça, et des soumissions chez les femmes. Ça, c'est indéniable. Voilà, c'est l'histoire de toutes mes grand-mères. C'est irrévocable. Mais il y a un point dont je peux parler parce que je l'ai éprouvé. C'est que quand tu portes la vie en toi, il y a quand même quelque chose qu'un homme, jusqu'à présent, ne peut pas connaître. Et ce serait faux de dire que la maternité, le fait d'être enceinte, ce serait faux de dire que ça ne te change pas. Et ça serait faux de dire que ça ne change pas ta pensée. En fait, c'est un tel bouleversement, pas que physiologique, mais psychique et intellectuel, qu'il est évident que ça modifie ton œuvre. Tu vois, il y a de grandes catégories qui modifient ton œuvre. Par exemple, tu as une expérience d'un grand accident ou une maladie, ou tu as des événements de la vie. Ben, la maternité, c'est quelque chose qui modifie ton œuvre. Et tu vois, Edith Stein, elle avait écrit quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Était carmélite, pas question d'enfanter pour elle, mais elle disait simplement que enfanter, c'était quelque chose d'important pour une femme, et que l'enfantement pouvait passer autrement que par la maternité. Ça pouvait être l'œuvre ou autre chose. Mais il y a quand même cet appel, quand tu as la possibilité de le faire. Cet appel de l'enfantement qui fait que ça modifie une œuvre. Alors, s'il devait y avoir une pensée féminine, et tu as posé une question très importante, qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas eu? Enfin, qu'elle n'avait pas été reconnue. C'est qu'il faut admettre quelque chose. Et ça, je le dis, tant pis, je le dis parce que je l'ai vécu comme ça. C'est très, très, très dur de penser, j'associe penser à écrire, et de faire des enfants. C'est un arrachement d'une telle violence que t'as l'impression de mourir de foi en fait. Parce que ce que exige l'œuvre de penser et ce qu'exige l'œuvre d'enfantement, ça exige une totalité de toi, c'est-à-dire qu'il te reste rien. Quand tu fais un enfant, tu donnes
tout ton corps, tout ton être est à disposition de la vie qui grandit en toi. Mais quand l'enfant est là, toute ta vie est orientée pour sa propre survie. Donc tu passes au second plan et c'est naturel. Mais l'œuvre, elle te demande la même exigence. Tu peux pas être à moitié dans une réflexion. Quand tu t'attelles à un sujet, tu peux pas le faire à moitié. Mais quand tu as les enfants, il y a une urgence. Changer les couches, ça peut pas attendre. Le bibi ne peut pas attendre. Qu'est-ce que tu fais de ta pensée? Et là, t'es clivé, arraché. T'es scindé. Ça, c'est d'une extrême douleur. Et ma plus grande fierté dans cette vie à ce jour, et Dieu sait que ça m'a demandé des sacrifices totaux. C'est-à-dire que c'était toute ma vie que j'ai acceptée, à laquelle j'ai renoncé, pour arriver à ça. C'est que je n'ai jamais renoncé à mes livres, sans jamais renoncer à ma présence. Parce qu'il ne suffit pas d'élever des enfants, il faut être avec eux, avec mes enfants. Donc à chaque fois, je donne tout 2 fois. Voilà. Et je comprends que de nombreuses femmes qui avaient la charge des enfants, totalement, avant, elles étaient seules avec les enfants, entre elles, n'aient pas pu réaliser ça. Et je sais aussi que dans l'histoire, de très nombreuses femmes, par la suite, se sont mises à écrire et à penser, et avaient très peu d'enfants ou sans se pas occuper. Parce que c'est un arrachement terrible. Ou carrément pas. De Gabrielle Suchon à Simone de Beauvoir, l'idée de la maternité, elles ont quelque part compris ça et elles vivaient ça comme un esclavage ou comme une impossibilité de créer une œuvre. C'est ce que je te dis. Oui. Et c'est vrai. Et ça, je vais te dire, hein, d'autres femmes ont fait d'autres expériences, mais c'est la mienne. Je ne dis pas que c'est universel. Ça, tu le sens dans ton corps. C'est physique. Parce que quand la nuit, le moindre tout sautement de ton bébé te fait réveiller, même si t'es loin, c'est un truc presque animal. Enfin, je saurais pas comment dire. C'est physique en tout cas. L'appel du bébé est un appel du ventre. Et la vie avant. Même avant. Pour moi, l'écriture. J'aurais pu ne pas être mère. Hein. De toute ma vie, j'ai rêvé d'être mère, mais j'aurais pu ne pas l'être parce que l'écriture a pris beaucoup de place. J'aurais pu passer ma vie à faire qu'écrire, du matin au soir. Et donc, pour en venir à ma question d'une pensée féminine, est-ce que le fait que de placer la vie avant l'œuvre change l'œuvre? Oui, parce qu'elle la rend moins égoïste, moins ambitieuse, plus humble, mais plus vraie. C'est-à-dire au niveau des couches, de la merde, de la bouffe, d'écrire la nuit. Ça donne de la chair. Ce qui fait que je doute fort que la pensée kantienne aurait pu être celle d'une femme. Avec un bébé, ça tient pas compte. Avec des enfants, ça tient pas. Même la masturbation, elle tient pas dans le système kantien. Tellement naturel. Mallarmé disait qu'il se masturbait tous les jours dans sa promenade contre un arbre. Ouais, tu parles. Donc, j'accorde pas de crédit à ce genre de choses parce que je trouve que c'est pas réaliste en fait, c'est tout simple. Et c'est pour ça que je pense que souvent les pensées des femmes sont plus percutantes et plus sensibles. Pour une raison très simple, c'est que c'est charnel. On est appelé à la chair. Même celles qui n'ont pas eu d'enfants, qui sont quand même nombreuses et qui ont écrit des grandes œuvres. C'est charnel. Tu parles. J'aime beaucoup ce que disait Amélie Nothomb. Elle disait que chacun de ses livres, c'était ses bébés. Jamais t'entends un mec dire « mes livres, c'est mes bébés ». Ça peut arriver. Je l'ai pas entendu. Tout le temps, les femmes, elles te disent que leurs livres, ce sont leurs enfants. Ce que tu dis évoque la pensée d'Antoinette Fouque, peu connue, mais qui faisait justement du fait d'avoir connu l'expérience génésique et d'avoir connu la maternité, quelque chose, mais c'est même l'accouchement, c'est même être enceinte, quelque chose de totalement fondamental pour elle, dans une perspective qui est plus trop à la mode, hein, dans le féminisme actuel. On est plutôt dans une obsession du genre et non pas du sexe, et le mot femme d'ailleurs dans ce drôle de combat LGBT, etc. C'est un combat où le mot femme et le mot sexe sont un peu gommés, finalement. Tu te rends compte de la gravité ? Tu te rends compte de la gravité alors qu'il a été gommé pendant 25 siècles et que le seul mot qu'on devrait mettre en première ligne, c'est ça ? C'est-à-dire que j'ai quelque chose de très important à dire là-dessus. C'est que la révolution des années 70, où on apprenait l'égalité des sexes et de la sexualité, où les femmes avaient cette sexualité qui pouvait s'affirmer, c'est dans ces années-là, je crois, qu'on n'avait plus besoin d'autorisation du mari, etc.
Pour ouvrir un compte en banque en 65 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, ou pour avoir un boulot, enfin bref. Et donc ça veut dire que, en fait, le problème, c'est qu'on s'est calqué sur les droits des hommes. C'est-à-dire que pour nous, l'égalité, ça voulait dire avoir pareil que les hommes. Donc le maître étalon, c'était les hommes encore. On ne s'est jamais posé la question de savoir ce que c'était qu'être une femme sans les hommes. Sans le regard des hommes, sans le regard d'une société masculine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a envie? Et c'est là où je trouve que le mot féminin ou féminité est une vraie révolution. Parce qu'il n'existe pas en comparaison d'eux. Il est en soi, dans ce qu'il a d'original à dire, d'inédit, de spécifique. S'il y a une spécificité féminine, j'en sais rien. Mais si elle devait exister, tant mieux. C'est une création supplémentaire. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on doit défendre, c'est pas d'être pareil que les hommes, d'avoir les mêmes postes, les mêmes salaires. Non, c'est d'avoir l'affirmation d'une différence. C'est la différence qu'on doit défendre. C'est pas l'égalité. C'est au contraire laisser la place pour quelque chose d'autre d'advenir. Oui, mais alors les mêmes salaires, pour le coup, on est dans une injustice. Les mêmes tâches, les mêmes rôles, les mêmes salaires. On devrait avoir des salaires... On va pas genrer les métiers. Déjà, le but, c'est justement que... Oui, mais qu'il y ait une liberté. Ce que je trouve dramatique, c'est, évidemment, ça paraît évident. J'aurais jamais à admettre qu'un être humain, parce qu'il est... J'en ai fait les frais dans le boulot, hein, quand j'étais enceinte. C'est pas parce qu'un être humain est une femme qu'elle devrait être moins payée qu'un homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui, je le sais. C'est pas ça que je remets en cause. Ce que je dis, c'est que l'indice d'égalité ne devrait pas être comme les hommes, mais devrait être parce que c'est toi. Tu comprends? Je trouve que le fait de se comparer toujours aux hommes, c'est toujours leur donner la place de la référence. C'est ça que je dénonce et qui est grave. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça empêche une voix de s'exprimer. Mais là, on pourrait aussi diviser les femmes. Pourquoi les femmes ne seraient qu'une seule voix et même voix? Il y a autant de voix possibles, mais il faut qu'elles aient la possibilité de s'exprimer sans la référence. C'est politique, le problème. Très politique. Et là où... mais moi, si je m'amuse à dire ça, haut et fort, en disant que, tu vois, même toi, tu as tiqué un instant. Si je m'amuse à dire qu'il faut arrêter de chercher l'égalité avec les hommes, on croit que je défends les hommes, alors que c'est tout l'inverse. Au contraire. Mais moi, j'ai une ambition supérieure, en fait. C'est que je postule qu'il y a une voix, au sens très général, des voix, enfin pluriel, peu importe, qui n'a jamais été exprimée. Parce qu'elle a toujours été en fonction d'eux. Ou en dessous. Ou en fonction d'eux. Là, je dis, il faut qu'il y ait une expression pure. Libre. Ce que tu dis m'évoque un peu la notion de lesbienne chez Monique Wittig. Monique Wittig disait justement, une femme ne se définit que par rapport aux hommes, alors que la lesbienne, elle est scandaleuse pour plus d'un titre. Et elle se définit par rapport aux femmes. Ou même pas. Ou même pas. Et ce que je défends, moi, depuis toujours, hein, c'est un féminisme qui est une féminité. Et quand je dis ça, personne ne comprend. Parce qu'on croit qu'il s'agit d'être girly ou qu'est-ce que j'en sais encore. Enfin, c'est débile. Hein. Pour moi, le mot féminité, c'est de faire entendre une voix inédite qui ne soit en comparaison d'aucune référence, d'aucune attente et qui soit, en ce sens, totalement libre. Oui, mais le problème, c'est que la notion de féminin est ultra chargée en termes de stéréotypes. D'ailleurs, c'est venant des hommes. Et je sais, c'est pour ça. C'est pourquoi c'est une erreur. Est-ce qu'on pourrait pas parler de puissance, qu'elle soit homme ou femme ou de... Tu sais, la puissance féminine, ça fait penser à la femme qui danse avec les loups, là. Tu sais, tu te souviens? Ah ouais, Bill Kless. Je trouve... Et en plus, ça fait penser à une espèce de gros bloc, alors que ça peut être de la douceur pure et de l'impuissance. J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on devrait voir les femmes, sous prétexte qu'aujourd'hui, on est des femmes fortes, qu'on est des femmes libres, qu'on s'assume, qu'on est autonome? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit puissante en plus? Non. Est-ce qu'on a encore la possibilité de dire « Putain, on est faible. Putain, c'est cool quand même quand le bonhomme, il va gagner sa croûte parce que ça nous permet de prendre du temps pour nous. Et si on aime aller chez le coiffeur, j'en sais rien, moi, faire du shopping, faire de la cuisine. Est-ce que ça fait de moi une femme soumise? Non. Certainement pas. Si j'ai envie un jour de m'occuper de mon mec, un jour j'ai eu le malheur, pour la journée des droits de la femme, de dire qu'une femme pouvait aimer s'occuper de son mec. Voilà, s'occuper. Ça veut dire quoi? Aimer, peut-être lui faire une bonne bouffe, lui préparer ses affaires si elle a envie de lui faire plaisir. J'en sais rien, moi, il y a mille manières de s'occuper d'un mec. Est-ce que ça, c'est être soumise? C'est aimer, c'est tout. Ça, c'est pas possible. On peut pas le dire.
Parce que ça fait passer pour rétro. C'est débile. Alors ça veut dire quoi? La femme, parce qu'aujourd'hui, la place d'une femme, parce qu'elle est seule justement, parce qu'elle assume tout, parce qu'elle est autonome, parce qu'elle doit gagner son pain, parce qu'elle doit s'occuper des enfants, et elle doit être parfaite partout, et en plus avoir la ligne, donc je vous dis pas le travail quand même, hein. Eh bien ça veut dire qu'elle peut pas faillir. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une invulnérabilité des femmes qui est inaudible dans la société, parce que sinon, t'imagines, dire je suis en détresse, je suis vulnérable, je suis fragile, et forte aussi, les deux, mais je suis fragile, et j'ai besoin peut-être d'un mec, ou d'une nana, enfin de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut faire? Mais ça veut dire, t'es soumise, t'es pas indépendante, c'est quoi? T'es pas une success woman? Ça, débile. Parce que, vous savez, nombre de femmes, pas toutes, et surtout je ne généralise pas, moi qui suis quand même une des philosophes de la subjectivité, de la singularité. Mais pour les femmes qui aiment leurs enfants, ben, je peux vous dire que n'importe quelle promotion, n'importe quelle gloire professionnelle, c'est rien à côté d'un moment de ton bébé qui te dit « Maman, je t'aime ». Ben, je vous assure que quand on n'a envie de rien d'autre à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait de quoi, ça fait quoi? Ça fait que j'ai pas les dents longs qui rayent le parquet, ça fait quoi? Ça, c'est une vérité de terrain. Tu vois, de terrain. Je crois qu'il faut, encore une fois, mettre beaucoup plus de simplicité dans tout ça. Et avoir les couilles de pouvoir faire entendre une voix qui est juste la sienne. Sans aucune comparaison. Voilà. Moi, je fais des conférences. C'est un métier très masculin. Il y a un style du conférencier mec qu'on attend. Et la parole d'un mec, elle porte plus que la parole d'une femme. Je suis allée faire des conférences, j'étais enceinte de 8 mois devant 500 personnes, avec un ventre énorme. Je me sentais très à l'aise. Et il y a un style Godard dans les conférences, qui est un style charnel, sensible, extraverti, qui parle un langage très fleuri, puis d'un coup qui va mettre un mot brut. Parce que j'ai la volonté de restituer ce qui est la vie. Voilà, mais ça c'est des choses qu'on trouve dans la vie. Il n'y a pas 36 manières d'être heureux en fait. Ce qu'on va garder d'une vie, il n'y a pas grand-chose. C'est pas les grandes théories qu'on aura créées. Ça ne nous appartient pas. C'est pas les grandes gloires qu'on aura eues dans la vie. C'est pas le fric qu'on aura accumulé, la carrière, qu'est-ce que je sais. Ce qu'on va garder d'une vie, c'est les liens qu'on aura tissés avec les autres. Et surtout avec nos proches. Ça, c'est un devoir qu'on a. Et ça, on a un devoir de défendre ça. Voilà. Et donc, je crois qu'il n'y a rien qui pourrait m'empêcher de passer du temps avec mes enfants quand j'ai envie, quand il y a des urgences. Et ni de m'occuper de l'homme que j'aime quand j'en ai envie. Et ça ne fait pas du tout une femme rétrograde. Ça fait au contraire une femme libre et très heureuse. Parce qu'elle jouit du seul bonheur qui existe sur cette terre. Ce que tu dis, c'est... Je fais encore des références avec ce que je peux, mais avec joie. C'est Annie Leclerc qui va réhabiliter, contrairement à Simone de Beauvoir, qui est plutôt dédaigneuse par rapport à la maternité, qui a des mots très durs. Annie Leclerc, au contraire, va montrer que ce qui est connoté féminin, en fait, c'est l'essentiel de la vie. Faire à manger, prendre soin, élever un enfant, partager du temps avec ses enfants. Elle montre en fait qu'il ne faut pas du tout le dédaigner, mais il faut au contraire y voir l'essentiel, ce plaisir de l'enfant, ce plaisir de faire plaisir. Et ça, Vincent, c'est ni homme ni femme. Tu crois qu'un homme, il n'a pas envie de s'occuper de sa nana? Tu crois qu'il n'a pas envie de faire gâter avec ses bébés? Et alors, ça fait quoi? Ça s'en fait une femmelette? C'est juste que c'est l'essentiel de la vie, ce que tu dis. Annie Leclerc, c'est toi qui me l'as fait découvrir, merci encore. Tu as tout à fait raison. On pourrait se dire que cette simplicité de la vie à laquelle tu aspires, cette notion même de simplicité, le monde gouverné par les hommes n'en veut pas. Oui. Le monde gouverné par les hommes, c'est un monde où les individus ont plein d'intermédiaires, sont broyés dans une machinerie sociale où ils ont l'impression qu'ils ne sont pas libres et sont dans des devoirs de performance et d'exhibition de leur propre force qui mettent des masques sur tous les visages. Ouais, voilà. Donc on sait très bien que si on veut vraiment améliorer les choses, améliorer le monde, il faut déconstruire la masculinité toxique. Et pourtant, elle est partout promue dans les films, les séries, la philosophie elle-même. Et c'est pourquoi tout à l'heure tu parlais de puissance pour les femmes, je veux pas de ce terme. Parce que c'est un terme qu'on trouve chez Nietzsche ou ailleurs, et qui renvoie à une puissance phallique en fait, et une idée de domination. C'est le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir. Et moi, je suis pas d'accord avec cette question de puissance. Tu sais... On fait quoi des mecs? La question est simple. On les aime.
Oui, on les aime, d'accord. Les mecs, avec toute la violence dont ils sont capables pour être vraiment hommes, parce que être vraiment homme, c'est quand même un programme de violence, de dédain, de cynisme et d'anempathie, ce qui met le monde en perdition. Et en guerre. Et en guerre. Donc on fait quoi? Des mecs. André Michel, la sociologue, disait la guerre c'est l'homme et il va falloir qu'on s'en occupe. Renaud, tu te souviens? À part Margaret Thatcher. Voilà, exactement. Lucie Rigaray, pareil. Lucie Rigaray, elle dit les mecs, bon, vous vous êtes plantés civilisationnellement, vous vous êtes plantés, laissez les femmes faire. Donc, il y a un rapport animal de combat physique entre les mecs et de puissance, de taille de caquette, quoi, si tu préfères. On veut dire que c'est animal, c'est déjà idéologique. Non, C'est non, mais déjà dire attends. qu'ils n'ont pas le choix. Non, c'est pas ça. construit. C'est pas ça que je dis. Ouais. Non, mais justement, c'est bien parce qu'on n'est pas des animaux, des zones politicones. On est bien politicones quand même, sociaux. Le propre de l'accès à la culture, c'est de dominer ça. Il y a une espèce de pulsion d'agressivité qui a mue le monde et de violence qui est très masculine. Hein. D'ailleurs, quand Freud parle de la horde primitive, c'est pas une horde de femmes. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais tu vois, je pense que c'est l'idée qui est complètement utopique de dire il faut éradiquer cette haine en fait, hein, qui est un moteur aussi de construction. Ça peut pas marcher parce qu'il faut bien que la pulsion s'exprime. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être qu'il faudrait penser, je pense à haute voix là avec ce que tu dis, hein, peut-être qu'il faudrait penser pour cette masculinité malade. Alors, il faut quand même pas oublier que ce rapport de puissance et de pouvoir, c'est toujours l'expression d'un sentiment en fait d'infériorité. Donc ça veut dire que les gens qui sont très dans la domination du pouvoir sont des gens qui à la base sont complexés, manque de confiance en eux, donc manque d'amour. D'où ma question tout à l'heure, il faut les aimer. Parce que si on est maman d'un petit garçon et qu'on lui donne toute la confiance qu'il faut et papa aussi d'un petit garçon, et tout ce qui convient, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas cette masculinité toxique. Mais au départ, il y a quand même ce déficit narcissique qu'il faut combler. Et après, il y a la pulsionalité à l'œuvre. Ça passe par le corps. Et ben, je pense que si on pouvait éduquer cette masculinité malade par une déviation de la pulsion, ce qu'on appelle la sublimation, et donc d'inviter des gens d'avoir le pouvoir autrement que par les querelles physiques, les bagarres, au sens très large du terme, et les inviter à créer, je pense que ça calmerait. Et tu sais que c'est précisément ce qui est en train de se faire, Vincent. Quand je parle de l'homme auto-créé, du sujet auto-créé, donc le sujet du virtuel, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et toutes les possibilités qui nous sont données, ça permet à tout un chacun d'être créateur. Et donc de trouver, ce qui est une grande cause aujourd'hui dans notre monde, un semblant de gloire. Et donc cette reconnaissance que l'on cherche dans la confrontation et le pouvoir, aujourd'hui, individuellement, chacun peut l'avoir par la création et la reconnaissance des likes. Donc en fait, c'est très utile, la technologie de ce point de vue-là, parce que ça calme les pulsions d'agressivité, ça les sublime en création, et ça crée un climat beaucoup plus serein. C'est mieux qu'il y ait des querelles sur Twitter, des pulsionalités à l'œuvre sur Twitter, que des types qui t'agressent dans la rue, après tout. Comment on accède à cette simplicité de vie? Alors, c'est la mode de parler de sobriété heureuse, de dépouillement, de minimalisme. Non, Est-ce que c'est des outils comme ça de faire le vide qui permettent d'accéder à une simplicité heureuse? Non, moi je suis contre toutes ces injonctions, je déteste en fait. De toute façon, dès qu'il y a quelqu'un qui viendrait me dire pour bien vivre, il faudrait vivre comme ça, je crois que ça me donnerait envie de foutre des claques. Enfin non, je suis pas violente. C'est pas possible en fait, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... Quoi donc? Ça se passe pas comme ça dans la vie. Qu'est-ce que t'en sais toi que... y a des gens, le fait d'avoir beaucoup, de posséder des objets, la matière, ou je sais pas, des trucs de luxe, ou j'en sais rien, ça peut leur faire du bien. Il y en a d'autres qui en ont rien à faire. Pourquoi le bien de l'un serait le bien de l'autre? Ça n'a pas de sens. Moi, je crois que la simplicité, c'est au contraire s'entourer des choses qui nous paraissent importantes. Mais quelles que soient ces choses ou ces gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans les amis. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas vivre sans les enfants. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas vivre sans la famille. Ou il y en a d'autres qui ne peuvent pas vivre avec des gens. Ou j'en sais rien. Il ne faudrait pas s'amener à dire qu'il faudrait vivre d'une seule manière pour que ce soit la bonne. Parce que c'est faux. Alors c'est quoi être simple? C'est d'avoir, c'est de prendre conscience que dans la vie,
juste pour être bien, on n'a pas besoin de beaucoup de choses différentes. Il faut bien se connaître pour savoir les choses très importantes qui comptent. Et après, pour y mettre toute son énergie, pour les avoir. Et quand on a ces choses-là, alors quand je dis des choses, c'est des êtres, hein, on atteint un équilibre et une sérénité sans égale. On peut plus être envieux, on peut plus être frustré, on peut plus être déçu, on est juste apaisé. Ce qui nous laisse beaucoup plus de temps pour créer, pour ceux qui veulent. Ou pour faire autre chose, pour ceux qui veulent aussi. C'est quoi l'opposé de la simplicité? C'est la complexité, la complication, la perversité? La complication. Les gens se compliquent trop la vie. Oui, parce qu'ils s'embrument, ils s'enfument de choses illusoires. On les aide. Non, je crois qu'ils se laissent convaincre. Des images du monde nous sont proposées, on n'est pas obligé de les... Alors pourquoi ils se laissent convaincre si ça les rend pas heureux? Parce que c'est séduisant. Et ça paraît facile. Rien dans tout ce que j'ai pu dire, là, jusqu'à présent, depuis ce matin, n'est facile. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a beaucoup de choix. Et quand je disais que j'étais très radicale, ce qui est très important pour moi, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter, faire le choix d'aller jusqu'au bout, radicalement. Et donc parfois de tout perdre. Si on n'a pas ça, on n'a pas la liberté. C'est le seul mot dont je n'ai pas parlé. L'existentialisme a fait beaucoup de mal parce que je pense que c'était une très bonne amorce de l'hyper-individualisme. Parce que finalement, être totalement libre dans le sens où on entend Sartre, c'est-à-dire qu'on est responsable de tout, y compris de sa responsabilité même. J'ai lettre néant derrière, page 600. Puisque je n'ai pas choisi de naître, mais tout ce qui consiste le reste de mon existence, je choisis, donc je l'assume. Ça veut dire qu'on est responsable de tout, sauf que dans la société, par exemple, ça emboîte le pas à certains discours d'Emmanuel Macron, quand il dit que si on n'a pas trouvé de boulot, c'est notre faute, en clair. Voilà, c'est ce qui est très grave. Traverser la rue, quoi. Ouais, c'est ça, ça traverse la rue. Donc ce qui est très grave, parce que cela suppose qu'il n'y a aucune... Si chaque individu est responsable de tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité politique ou sociétale. Donc en fait, c'est quelque chose qui est amené à briser la communauté, à briser le corps social. Donc ça signifie que ça dédouane littéralement le politique et le corps social de ses responsabilités. Donc c'est très grave. Voilà. Et ça fait porter, et ça c'est le sujet de mon prochain, une culpabilité chez un sujet qui finalement, s'il est rien, c'est de sa faute. Voilà. Et ça c'est très grave. Et je crois que de ce point de vue-là, l'existentialisme a fait beaucoup de mal. La liberté que je défends, c'est pas celle-là. C'est pas une liberté où on ne serait pas pris dans les mailles d'une société, où on serait des individus comme des électrons qui ne feraient pas corps ensemble. La liberté que je défends, c'est une liberté qui nous permette de faire en tenant compte du regard des autres, mais sans que ce regard-là soit définitif. C'est pas une fin en soi. Vous savez très bien qu'on ne peut pas plaire aux gens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est une liberté d'expression, c'est une liberté d'être, c'est une liberté d'action, c'est une liberté de création, mais dans un tout, dans un champ social, pas sans les autres, avec les autres. Et ça, je crois qu'il faut absolument renoncer, on est les héritiers de l'existentialisme, hein. Il faut absolument, l'avènement de l'altérisme, c'est ça, il faut absolument renoncer à l'existentialisme et inventer une nouvelle philosophie, qui serait du socialisme.